est-ce que tu sais quelle est la suite du programme? Eh bien oui, la personne que nous accueillons maintenant, parce que moi je sais, est comment dire, une personne d'expérience, une personne de terrain et une personne porteuse de valeur. D'expérience, parce qu'il a travaillé au sein d'entreprises en tant que directeur des ressources humaines et en tant que directeur de site. De terrain, parce qu'il est du genre à rencontrer les personnes et à prendre en considération leur réalité. Et porteuse de valeurs fortes, cela, je vous le laisse découvrir. J'ai hâte de connaître son nom. Ils l'ont déjà dit, Nicolas Janson, je vous accueille. Bonjour. Je suis évidemment, comme vous l'imaginez, très impressionné d'avoir partagé mon expérience, parce que je sais, comme chacun d'entre vous, que l'expérience est incommunicable et que l'expérience des uns ne sert jamais aux autres. Hein, vous en êtes bien convaincus, je l'espère. Donc, mon discours va être totalement inutile, mais c'est la loi du genre. Voilà, je partage quand même quelque chose de commun avec les personnes qui m'ont présenté. Mes chaussettes ne sont pas complètement rouges, mais à moitié. Donc c'est... voilà. Je ne suis pas coach, hein, mais peut-être je suis à moitié coach. Hein. Voilà, en tout cas, ils m'ont confié une mission bien singulière qui consiste à tenter de répondre en environ 40 minutes. Enfin, j'espère que le tromblon qui va servir à gérer le temps sera le même que celui du président. C'est-à-dire chargé à blanc. Donc, ils m'ont demandé de tenter de répondre à 3 questions. S'il y a une définition du bien commun en entreprise, quelle est-elle? Deuxièmement, en quoi le souci du bien commun peut-il contribuer à la réussite de l'entreprise? Et enfin, 3e question, comment diffuser auprès des collaborateurs une culture d'entreprise tenant compte du bien commun? Vous voyez, vaste programme. Alors j'aimerais commencer par citer le grand rabbin Corsia, qui, il y a peu, nous rappelait avec humour comment la question du bien commun pouvait se poser. Dans un bateau, un individu fait un trou sous son siège. Les autres passagers lui demandent d'arrêter. Et il leur répond « C'est mon siège, je fais ce que je veux ». Une histoire simple, mais si vous essayez de la développer un tout petit peu, c'est pas si simple que ça. Gabriel vous a suggéré une question tout à l'heure. Qu'est-ce que pour vous le bien commun? Et bon, il n'y avait pas de réponse évidente. Hein. Alors ce principe du bien commun, il a quelque chose d'assez passionnant en réalité. Quand on commence à le travailler, c'est qu'il vous oblige à une réflexion sur la nature du bien. Qu'est-ce que le bien? Est-ce qu'il y a un bien personnel, propre à chacun? Est-ce qu'il y a un bien qui pourrait être commun, mais commun à qui? Et donc ça vous amène à réfléchir à la notion de communauté. S'il y a une communauté, de quelle communauté parle-t-on? Et quelle est la nature de cette communauté? Est-ce que c'est une communauté de ressemblance? Est-ce que c'est une communauté d'interdépendance? Est-ce que c'est une communauté de destin? Et puis enfin, cette question-là, qui est une question très ancienne, c'est la question des philosophes grecs, c'est la question de la légitimation du pouvoir. Au fond, pourquoi acceptons-nous de remettre le pouvoir à nos gouvernants, sinon parce que ces derniers ont pour mission principale d'œuvrer à ce que nous appelons le bien commun. Alors, pour essayer de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais essayer de vous proposer une première mise en situation. Ah, vous aimez ça, les mises en situation, je crois. Supposez que vous avez en face de vous Edward John Smith et que vous l'interrogiez sur le bien commun, que vous répondrait-il? Edward John Smith, ça vous dit quelque chose? Ah, il y en a un qui sait là-bas au bout. Voilà. Ah. Le capitaine du Titanic. Vous savez, le Titanic, c'était en 1912 le paquebot le plus moderne, le plus récent, le plus confortable, le plus rapide jamais construit. Et en avril 1912, il s'apprêtait à faire sa première traversée. Donc vous imaginez, vous êtes sur la passerelle et vous demandez à ce commandant
Qu'est-ce que le bien commun pour vous? À votre avis, que vous aurait-il répondu? On peut imaginer plein de réponses, évidemment. Moi, je vais vous en suggérer une. Je pense que le capitaine Smith vous aurait dit « le bien commun, mais j'y pense tous les jours ». Le bien commun, pour moi, c'est pas compliqué. C'est le succès de la traversée. Ce sont mes passagers qui sont contents de traverser à bord du Titanic, de découvrir la Statue de la Liberté en arrivant à New York. C'est le confort, c'est la musique de l'orchestre, c'est un équipage qui est aux petits soins des passagers, c'est, comment vous dire, une espèce de bonheur sur l'eau, un bonheur tranquille sur l'eau. Et puis pour l'armateur, c'est, puisqu'on travaille aussi pour lui, vous l'imaginez bien, c'est confirmer qu'il a eu raison d'investir dans ce magnifique bateau. Vous voyez, le bonheur pour tous, le temps d'une traversée. Vraisemblablement, il vous aurait dit ça. Alors chacun connaît le destin tragique du Titanic. En matière de bonheur sur l'eau, c'est un bonheur sur l'eau qui a fait 1500 morts, il n'y a eu que 700 rescapés. Ont survécu 40% des passagers, c'est-à-dire les passagers, c'est les clients, donc un peu moins d'un sur deux. 25% de l'équipage, l'équipage, c'est la communauté de travail, et 100% des actionnaires. Il n'y a rien de grinçant, c'est factuel. Le commandant Smith lui-même, il a sombré avec son navire. Vous savez qu'à l'époque, ça aurait été considéré tout à fait méprisable et déshonorant de ne pas se comporter de la sorte. À l'époque, on n'avait pas inventé les parachutes dorés. Vous me direz qu'un parachute doré pour un marin, bon... Alors, dans tout cela, qu'était devenu le bien commun? Est-ce qu'il il avait été englouti par plus de 3800 mètres de fond? Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En fait, je ne reviendrai pas sur l'analyse des causes et des conséquences de ce désastre. Elles sont suffisamment connues. Je voudrais juste attirer votre attention sur un point qui m'est apparu comme étant en fait l'un des points les plus troublants. Le nombre de canaux de sauvetage de ce bateau ne permettait d'embarquer qu'à peu près 1100 personnes, alors même que le nombre total de personnes embarquées sur le bateau était supérieur à 2200. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait la moitié de la capacité nécessaire. Et alors, quand on considère, vous savez, on est toujours très intelligent après les événements, donc on considère cet aspect de cette mésaventure, on a tendance à le considérer évidemment comme une monstruosité. Mais à votre avis, pourquoi? Est-ce que les gens avaient fait exprès à l'époque d'agir de la sorte? Qu'est-ce qui les avait conduits à ne prévoir que la moitié de la capacité de sauvetage nécessaire? Bien, à mon avis, c'est pour deux raisons. Si vous avez d'une part une croyance technicienne et d'autre part un légalisme. Alors la croyance technicienne, c'est la croyance dans l'insubmersibilité du bateau. Ce bateau n'aurait jamais dû couler. Croyance technique, on a vu. Et le légalisme, c'est une attitude qui consiste à penser qu'on ne peut rien vous reprocher si vous ne faites que respecter la loi. C'est-à-dire si vous respectez la loi, il n'y a pas de problème. Et la loi de l'époque, figurez-vous, elle exigeait une capacité de sauvetage calculée non pas sur le nombre de passagers, mais sur le tonnage. Alors, la loi a été modifiée après coup. Quelquefois, quand même, malgré mon commentaire liminaire, l'expérience sert un tout petit peu, mais il faut des accidents dramatiques pour cela. Alors, un siècle plus tard, où en sommes-nous de notre confiance aveugle dans les moyens techniques et où en sommes-nous de notre obéissance aux lois et réglementations de toutes sortes? Je vous laisse méditer, mais pas trop longtemps. Un siècle plus tard, en tout cas, j'ai eu la chance de commander un petit Titanic. Alors le petit Titanic en question,
et si je suis là pour vous en parler, il n'a pas sombré, hein, rassurez-vous. C'était et c'est encore, cette usine existe toujours, une usine de produits pharmaceutiques. Donc vous savez, je ne sais pas quelle image vous avez de l'industrie pharmaceutique, mais c'est inoxydable, c'est insubmersible, il ne peut rien arriver à l'industrie pharmaceutique, c'est tellement puissant, ça gagne tellement d'argent, c'est tellement protégé, il n'y a absolument aucun risque. Bon. Il se trouve que dans cette usine, où tout était réuni pour que ça marche, il n'y avait rien qui marchait. Les problèmes de fonctionnement donc, étaient tellement variés, tellement nombreux, tellement graves. Les clients étaient tous mécontents. Les pertes financières abyssales. Et donc la survie de ce site, d'un peu plus de 200 personnes, se trouvait plus que sérieusement menacée. À tel point que dans le microcosme de l'industrie pharmaceutique, il se murmurait que cette belle usine était condamnée. Et donc c'est à ce moment-là que j'arrive. Pas pharmacien, pas grand-chose, quoi. En tout cas, pas technicien. Alors vous comprenez bien que c'est là où il faut quand même se recentrer sur la notion du bien commun. Je vais vous donner, moi, ma conception du bien et du bien commun, en tout cas appliquée à cette expérience. Pour moi, le bien se comprend comme ce vers quoi toute chose tend pour réaliser pleinement sa raison d'être. Et le bien commun, c'est à la fois c'est le bien de chacun et c'est le bien de tous. C'est le bien de la personne et c'est le bien de la communauté en même temps, et chacun se renforçant mutuellement. C'est-à-dire la communauté agit pour se préoccuper du bien de chacun et chacun se préoccupe du bien de la communauté. Et donc, dans cette définition-là, il me semble assez clair que le premier bien commun d'une entreprise, c'est son existence même, et donc, nécessairement, les conditions de sa pérennité, dans l'accomplissement de sa raison d'être, ou de sa finalité. Et donc, il est clair aussi que dans ce cas-là, enfin, repensez à l'histoire du rabbin Corsia, le bien du tout est prééminent par rapport au bien du singulier. Autrement, on ne comprend pas ce qu'on fait. Et donc, si je reviens à mon expérience pratique, donc dans le cas particulier de ma petite usine, les voies d'eau, quand je suis arrivé, étaient tellement nombreuses qu'il y avait naturellement urgence à les colmater. C'est-à-dire qu'il fallait d'une part colmater en même temps qu'on pompait, enfin on pompait avant mon arrivée, mais voilà. Il y avait véritablement urgence. Et donc, la première chose qu'il fallait faire, c'était évidemment de repérer le plus rapidement possible l'emplacement des voies d'eau, comprendre leurs causes. Et, question pour les coachs que vous êtes, comment on fait cette enquête ? La réponse est assez simple. On prend son temps, on va voir les gens, on s'assoit, on prend le temps de s'asseoir, comme disent les Québécois, et on leur pose des questions et on les écoute. Et on les écoute autour de questions qui sont très simples, qui sont des questions très pratiques. Quel est votre rôle, votre mission principale ? Selon vous, qu'est-ce qui se passe bien ? Selon vous, qu'est-ce qui se passe mal ? De quoi avez-vous besoin pour faire correctement le job qui vous est confié ? Qu'attendez-vous de ceux qui vous entourent ? Que faudrait-il changer ? Oui, des questions très simples. Tout le monde est capable de répondre à ces questions-là. Autrement dit, en tout cas pour moi, le sens principal de mes questions, c'était quelle est votre raison d'être dans la communauté de travail et que faudrait-il faire pour une bonne adéquation entre votre bien professionnel propre, c'est-à-dire votre situation professionnelle propre, ce qui va faire que vous allez réussir dans ce qu'on vous a confié, et le bien de l'entreprise. Le bien de l'entreprise, c'était pas compliqué à ce moment-là. Quand vous êtes dans une telle situation de crise, le bien de l'entreprise, c'est la survie. La survie, c'est le service des clients, le retour de la confiance des clients, et bien sûr dans des conditions économiques acceptables. Juste une précision à propos des conditions économiques. Au moment où je suis arrivé, cette entreprise perdait entre 10 et 15% de son chiffre d'affaires chaque mois. C'est pour vous dire à quel point les voies d'eau étaient importantes.
Alors, cette enquête donc, que j'ai faite au milieu de bien d'autres choses, hein, vous imaginez que la vie d'un patron est pleine de beaucoup de choses, un patron est multitâche, mais donc si on ne sait pas faire ça, si on ne sait pas aller au contact des gens pour découvrir en fait ou apprécier la réalité du fonctionnement au travers de la perception de chacun, je crois qu'on se prive tout simplement d'une capacité de compréhension de la réalité. Alors, j'en suis sorti avec quoi? Je ne sais pas si ça va vous surprendre, mais ce que les gens ont exprimé, pratiquement tous, c'était des perceptions, des attentes assez voisines. D'abord, beaucoup de tristesse. J'ai rarement vu un univers où les gens étaient aussi tristes. Ça, c'était une chose très frappante. Et s'il ne devait y avoir qu'un seul indicateur, finalement, sur la santé d'une communauté, peut-être faudrait-il regarder la tête que les gens font. Hein, pas celle qu'ils ont, mais celle qu'ils font. Voilà, et s'interroger. Tristesse et inquiétude. L'inquiétude, vous comprenez pourquoi. Sentiment d'isolement, quelquefois d'abandon, le manque de coopération. Les gens souffraient de manque de coopération, manque de cohésion. Un sentiment de démobilisation quasi générale à tous les étages, y compris à l'étage de la direction, des sentiments d'impuissance face à ce qu'on appelle pudiquement les injonctions paradoxales, vous connaissez ça mieux que moi, des besoins de reconnaissance, de l'exaspération, parfois de la colère, et le tout dans un climat social plutôt pesant. Mais au milieu de tout cela, donc d'un constat qui apparaît un petit peu désespérant, malgré tout, quelques signaux faibles. Vous savez, lorsque les gens vous disent « moi j'aimerais bien faire ceci, mais je ne peux pas »,« moi j'aimerais bien faire cela, mais les autres ne m'aident pas », ça vous dit qu'il y a de la ressource et de l'énergie disponible, et il faut juste savoir comment faire pour réveiller cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr, mais avant de faire, il faut avoir compris la cause des problèmes. Vous savez, quand vous avez en face de vous une communauté de travail qui n'est devenue qu'une collectivité, c'est-à-dire elle a cessé d'être une communauté, quelles sont les causes profondes ? Comment expliquer que des gens normaux, bien qualifiés, ayant plutôt envie de bien faire, en arrivent à un état de démobilisation confondant ? Comment expliquer que pour beaucoup des personnes de cette usine, dont on ne pouvait pas soupçonner la conscience professionnelle, le bien personnel avait progressivement consisté à se mettre à l'abri. C'est-à-dire finalement, les gens ils venaient de moins en moins pour remplir leur mission, mais de plus en plus pour se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri de quoi ? À l'abri des coûts. Mais d'où venaient les coûts ? Pourquoi est-ce qu'on se donne des coûts ? Voilà. Alors pour comprendre ça, à nouveau, il suffisait d'écouter. Hein. Il suffisait d'écouter et il suffisait d'aller voir et il suffisait d'être attentif à tout ce qui se passait sur le terrain. Alors, vous donnez 3 exemples des causes principales qui, pour moi, étaient d'une part ce que j'appelle des actes involontaires, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de perversité, mais des actes involontaires de maltraitance managériale, et puis d'autre part un esprit de système. Le premier exemple, c'est dans cette usine qui produisait des comprimés. Donc vous aviez 2 métiers, il y a un endroit où on fabrique le comprimé, il y a un autre endroit où on met le comprimé dans des blisters, dans des boîtes, etc. Bon. Et donc, au niveau du conditionnement, un jour, mes prédécesseurs avaient décidé de faire autoriser les démarrages de production par un technicien du département qualité. Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça ? Parce qu'il y avait une multitude de problèmes qui s'étaient enchaînés les uns derrière les autres, et à un moment donné, vous savez ce qui se passe ? En gros, on dit ça suffit, ça va pas, il faut réagir. Et donc, quand on réagit dans l'industrie pharmaceutique,
on a tendance à rajouter du contrôle au contrôle. Oui. Donc on crée une loi supplémentaire. On met un verrou supplémentaire. On resserre les mailles du tamis. Bon. En Patagonie, je crois, les gens se réunissent au Parlement et ils votent une loi supplémentaire. Mais c'est en Patagonie, c'est pas chez nous. Alors, quand on regarde de près, et moi ce que j'ai regardé, parce que j'ai écouté, les gens me racontaient cette histoire-là, et notamment toute la ligne de production, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, ben, quand cette décision a été prise, on a pensé qu'on nous prenait pour des irresponsables, on ne nous faisait pas confiance, puisque nous avions besoin d'être contrôlés par quelqu'un d'autre, alors que nous sommes dans le cœur de notre métier. Et donc, bah, puisque c'est comme ça, puisque les autres sont plus qualifiés que nous, plus intelligents que nous, etc., bah, on va les laisser faire. Je caricature à peine. Et donc, ce mouvement de désengagement intérieur, évidemment, il ne se voit pas. Il ne se voit pas. Et donc les gens d'en haut qui prennent ce type de décision, ils pensent qu'ils ont pris une décision épatante, ils s'en félicitent tous les jours. Par contre, ils n'ont pas vu qu'ils s'étaient tirés 2 balles dans le pied. Quand vous ajoutez, vous multipliez des décisions de même type, de même nature, vous en rajoutez à chaque fois une couche supplémentaire pour expliquer aux gens que oui, certes, on leur a donné une responsabilité, mais que définitivement, on ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Est-ce que ça leur donne le sourire? Est-ce que ça les mobilise? Est-ce que ça leur donne envie de coopérer, etc. Non, au contraire, tout se met à diverger tout d'un coup, mais ce sont des dérives qui ne se voient pas. Deuxième exemple, c'est un matin, mon directeur logistique vient me voir et me dit, bonne nouvelle, il y avait de l'humour, on vient de recevoir pour 1 mois d'excipient pour notre production principale, la production principale de l'usine, c'est-à-dire 30% de l'activité. On est obligé de refuser tout le lot, donc on ne va pas pouvoir produire pendant 1 mois la production principale. Oui, c'est la bonne nouvelle du matin qui vous arrive. Alors, vous demandez une explication, vous dites mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est refusé? On va dire ah bon, on a trouvé des impuretés. Ah bon, vous avez trouvé des impuretés et alors ça arrive, c'est conditionné comment? Bah, c'est dans des fûts qui sont hauts comme ça. Bon, et alors vous avez inspecté tous les fûts? Oui, on a inspecté tous les fûts. Vous avez inspecté tous les fûts à toutes les hauteurs? Oui, 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 on a fait tout ça. Il y a des impuretés partout. Oui, oui, il y a des impuretés partout. C'est terrible. Bon. Et donc, le contrôle qualité a dit qu'on ne pouvait pas travailler avec cet excipient. Donc, on ne peut rien faire. Bon. Il y a un moyen de secours? Non, il n'y en a pas. Les autres usines du groupe peuvent nous dépanner? Non, on ne peut pas. Le client peut nous dépanner? Non, on ne peut pas. C'est un client indien. Cette production venait de Bombay. Elle était venue par bateau. Je dis, mais on ne peut pas commander un avion. Il dit, non, de toute façon, la réactivité du client n'est pas bonne. Il est loin, c'est un indien, etc. Bon, mais donc, non, on est coincé. Bon. Qu'est-ce que vous faites? J'ai appelé le directeur qualité. Il dit, mais alors il paraît qu'il y a des impuretés. C'est quoi les impuretés? Alors, les impuretés, c'est des petites coquilles d'œufs. Ça ressemble, voilà. Vous avez une poudre, vous imaginez que vous avez du talc, et au milieu du talc, il y a des éléments un peu plus solides, qui ressemblent à des débris de coquilles d'œufs. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le directeur qualité me dit, je ne sais pas. Non, mais vous riez. J'aurais aimé rire avec vous. C'est très sérieux. Je ne veux aucun mal à la profession des pharmaciens, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ils ont dans leur logiciel quelque chose qui leur dit que la non-conformité est forcément létale. Si vous voulez. Donc, si vous avez une impureté quelque part, c'est forcément un concentré de morora dans lequel vous avez ajouté de la strychnine et quelque chose. Et donc, voilà. Non, mais j'exagère à peine. Et donc, ne pas savoir caractériser quelque chose qui va rentrer dans la fabrication d'un médicament, c'est évidemment hyper grave. Bon. Et donc, lui, mais on a un laboratoire, là, on est capable de faire de la caractérisation de matériaux. Il dit, non, là, on n'est pas capable. Pour ça, on n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce que c'est.
Ben oui, parce que dans des processus un peu reproductibles, si vous voulez, quand vous cherchez un matériau, vous caractérisez, là on était outillé pour ça, je ne rentre pas dans la technique, mais quand vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas faire. Bon. Alors j'ai osé une question, moi qui ne suis pas pharmacien, pas technicien, rien du tout, je dis mais est-ce qu'on a le droit de faire une hypothèse quand même ? C'est que ces débris ne seraient ni plus ni moins qu'un composé, qu'un agrégat, en fait, de cet excipient. Sting, il y a une petite lumière qui s'est allumée. Et ah oui, on a le droit de faire cette hypothèse. Donc le directeur qualité est parti, il est allé au labo, il est revenu 1 heure plus tard en me disant « T'avais raison, c'est la même chose ». Il faut un type incompétent comme moi, vous comprenez, hein. Il faut quelqu'un de totalement incompétent pour réussir à faire ça. Donc finalement, on n'a pas eu de problème. Mais cette question très simple n'aurait pas été posée. Eh bien, tout le monde aurait été dans cette usine. Alors, ils auraient été dévastés. Hein. Ils auraient été... vous vous rendez compte, ce qui nous arrive, on ne peut pas faire confiance à nos clients, etc. C'est terrible. On est pris. Puis alors, les systèmes, machin. Mais chacun nickel dans son rôle. Le directeur logistique a fait son job. Le directeur qualité a fait son job. Tout le monde est irréprochable, mais il n'y a rien qui sort de l'usine et le client n'est pas servi. Un dernier exemple sur la politique salariale. Dans cette usine, donc, je vais parler des résultats économiques catastrophiques, mais ils n'étaient pas bons quand même depuis 2 ans, et donc ça avait justifié la décision prise par la direction générale du groupe d'avoir une politique salariale à 0. Alors, vous savez ce que c'est qu'une politique salariale à 0 ? Ça veut dire que la politique de la reconnaissance se limite à la tape dans le dos en disant « t'as bien bossé, je suis content de toi ». Bon. Et donc derrière cette argumentation, il y avait en fait une argumentation d'ordre économique. On n'a pas de sous, donc on ne peut pas augmenter. Bon. Et puis, quelque chose d'un petit peu plus pernicieux, je dirais, c'est la volonté de communiquer aux équipes que finalement, si la situation de l'usine était mauvaise, c'était bien de leur faute. Il suffisait qu'ils se retroussent les manches et qu'ils se remettent à travailler pour retrouver des conditions d'augmentation un peu plus normales. Comment ça avait été perçu, ça, par la population ? Ben, évidemment, complètement à l'envers. Évident. Parce que la question des moyens, est-ce qu'on est bien sérieux ? Quand on a des machines qui sont en panne et qu'on perd de l'argent, est-ce qu'on ne va pas les réparer ? Est-ce qu'on ne va pas dépenser de l'argent pour réparer les machines ? Et là, je pourrais vous donner dans cette usine plein d'exemples où on a dépensé plein de sous pour réparer des machines qui étaient en panne. Et là, on a des moyens. Mais alors, quand on a des bipèdes, c'est-à-dire vous et moi, qui risquent de tomber en panne, là, tout d'un coup, on cesse d'avoir les moyens. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment vous comprenez ça ? Vous savez, la machine ne peut pas s'occuper d'elle-même, alors on dit, mais les gens, la supériorité du bipède sur la machine, c'est que le bipède peut s'occuper de lui. Hein, c'est-à-dire qu'il peut prendre sur lui, et quelquefois d'ailleurs il est accompagné pour prendre sur lui, pour bien vivre des situations qui sont fondamentalement injustes, etc., etc. Bon. Mais vous le savez certainement beaucoup mieux que moi, le besoin de reconnaissance, il est vital, il reste vital. Il est vital pour chacun, bien sûr, mais il est vital également pour la communauté, pour le bien de la communauté, parce que quand vous stérilisez les processus de reconnaissance à l'intérieur d'une entreprise, vous développez ce qui s'appelle l'aquabonite. Vous savez ce que c'est que l'aquabonite ? Ce n'est pas une eau aux vertus médicinales cachées, c'est à quoi bon ? C'est-à-dire, à quoi bon se décarcasser si ? Parce que bien sûr, même dans un univers délabré, il y a des gens qui continuent de travailler, il y a des gens qui continuent de bien faire, il y a les gens dont vous avez le plus besoin en réalité, ceux qui continuent de tirer le train,
Et ceux-là, vous pouvez rien faire pour eux. Eh bien, à moins d'avoir une vertu supérieure à la moyenne, le risque que vous courez, c'est d'avoir des gens qui, finalement, baissent les bras et se disent « mais à quoi bon ? À quoi bon, puisque tout le monde est traité de la même façon ?» Alors, bon, j'en viens à l'action. Vous savez que dans toute entreprise, et peut-être même dans toute collectivité, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de succès possible sans que soient réunies les conditions qui vont favoriser les coopérations entre les uns et les autres. Ce qui veut dire que, en fait, la création de valeur, elle est plus dans la façon d'aller ensemble au résultat que dans l'exigence de résultats. Les gens qui mettent beaucoup de tension dans les organisations juste sur le thème de l'obligation de résultat, pour moi, c'est une sottise. C'est une sottise. On l'a peut-être vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps cette semaine dans un match de foot. Si vous regardez que le résultat et vous oubliez la façon d'obtenir le résultat, ben vous risquez d'être complètement démoli. Parce qu'il n'y a pas de résultat sans ce qui précède, c'est-à-dire sans toutes les conditions qui vont permettre ce résultat. Pour moi, c'est une évidence, mais parfois cette évidence de bon sens est perdue de vue par les managers et par les directions, qui mettent la pression là où elle ne devrait pas être, en réalité. On pourrait commenter pourquoi ils font ça, c'est pas complètement idiot d'un autre côté, mais c'est un constat d'impuissance en fait de leur part. C'est-à-dire que la réalité prise en compte de la part de beaucoup de dirigeants, ça n'est que la réalité comptable. Ce sur quoi ils pensent avoir de l'intelligence et ce sur quoi ils peuvent avoir du contrôle. Et là où ils sont complètement démunis, c'est-à-dire sur les interactions humaines, sur les coopérations, sur tout ce qui est subjectif, sur tout ce qui ne se voit pas, sur tout ce qui ne se compte pas, mais qui compte. Et comme là, ils ne savent pas comment faire, eh ben, on n'en tient pas compte. Alors si, il y a des injonctions sympathiques, mais ça ne va pas beaucoup plus loin, malheureusement. Alors, dans mon petit Titanic, il fallait évidemment commencer par redonner confiance à chacun, redonner confiance aux équipes, redonner du sens à l'action de chacun, à l'action collective. Donc, redonner à la fois une vision commune des résultats à atteindre et de la façon d'y parvenir ensemble. Il fallait à la fois exiger et être précis sur quoi exiger, de qui, et en même temps rassurer, et il fallait retricoter, je dirais, tout le lien social à l'intérieur de l'entreprise. Alors comment faire? Comment ai-je fait? Quelquefois, il y a un grand patron un jour qui m'a dit « Mais alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes monté sur le tonneau, vous avez harangué la foule, vous avez fait un grand discours. Vous savez, on aime bien, le moment est venu, la situation est grave, tous ensemble nous retroussons les manches, etc. Et voici mon merveilleux plan d'action qui va tous nous sauver. » Bon, évidemment, rien de tout ça. Rien de tout ça, ça aurait été complètement, à dire le moins, inapproprié. Ce que je me suis efforcé de faire, donc très très vite, et pensant notamment à mon successeur, parce que moi j'étais là que de passage, je ne suis resté que 10 mois dans cette usine, et donc tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en pensant à la continuité. Je me suis efforcé de reconstruire quelque chose sur la base de principes que tout le monde connaît, donc il n'y avait rien de nouveau, mais qui sont des principes qui facilitent la vie commune. Alors, je vous les cite en vrac et puis peut-être j'en commenterai quelques-uns. Donc, d'une part, le principe de réalité et le langage de vérité. Ensuite, trois domaines qui vont ensemble. La liberté de parole, le devoir de remontrance et le devoir de cohésion. Tout ça ensemble, parce que ça marche ensemble. L'équilibre entre les responsabilités et les pouvoirs. Pour les responsables d'équipe, mettre l'accent sur la mise en valeur des membres de leur équipe,
comme premier point d'exigence. Et puis, revitaliser le processus de reconnaissance des services rendus sur la base de critères subjectifs. J'insiste beaucoup sur les critères subjectifs, orientés vers la contribution individuelle, personnelle, au succès collectif. Est-il besoin de donner du contenu ? Principe de réalité et langage de vérité, j'entends qu'on numérise beaucoup, on virtualise beaucoup. La chance qu'on a dans une usine, c'est qu'on a le contact avec la matière. Et donc, le principe de réalité, il est un petit peu plus facile de le déployer, de s'appuyer dessus dans un univers industriel. Encore que, vous avez là, comme partout, des idéologues, c'est-à-dire des gens qui prennent leurs idées pour la réalité. Et donc ces idéologues, il faut les ramener sur le terrain et regarder ensemble des choses qu'on peut considérer ensemble et agir de cette façon-là. Le langage de vérité, c'est l'unité de langage en fait, c'est dire la même chose à tout le monde, y compris sur les sujets les plus délicats. Donc bannir tout ce qui pourrait ressembler à du politiquement correct. Liberté de parole, devoir de remontrance et devoir de cohésion, ça va ensemble. Vous savez, on nous a beaucoup dit que les progrès dans les entreprises viendraient notamment du droit d'expression des salariés. Pour moi, c'est une absurdité, le droit d'expression des salariés. L'expression des salariés, ça devrait être une respiration normale. Et pourquoi est-ce qu'on brimerait l'expression des salariés ? C'est une stupidité absolue. Où ils ont des choses intéressantes à dire et à n'importe quel moment, il faut savoir les écouter et tenir compte de ce qu'ils racontent, où ils n'ont rien d'intéressant à dire, et à ce moment-là, il faut savoir le leur dire que ce n'est pas intéressant. Et on passe au sujet suivant. Et le devoir de remontrance, évidemment, la liberté de parole, elle ne sert que quand on a à vous dire des choses désagréables, sinon elle ne sert à rien. Vous comprenez ? Donc il faut être capable de tout écouter, de tout entendre. D'écouter toutes les critiques, même celles qui vous semblent a priori les plus absurdes. Bon. Par contre, il y a un moment pour le faire et il y a une façon de le faire parce qu'il ne faut pas que cette grande liberté d'expression nuise à la cohésion. Donc il y a un moment pour exprimer les désaccords et il y a un moment pour se rallier et ensuite pour agir. Et ça se voit très très bien lorsque vous travaillez sur les processus de prise de décision, où vous faites intervenir dans la préparation des décisions une multitude de personnes qui sont soit compétentes, soit responsables des conséquences de la décision qui va être prise. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que les désaccords et les suggestions et les propositions émergent pour qu'ensuite la décision soit la décision la plus intelligente possible et qu'au moment de sa mise en application, elle recueille l'adhésion du plus grand nombre. Voilà, donc ça c'est relativement simple, ça ce sont des outils de management classiques. Un mot sur la reconnaissance des services rendus. Donc, je vous ai parlé de critères subjectifs. Vous voyez, quand vous écoutez les gens exprimer ce dont ils ont le plus besoin pour bien faire ce qu'on leur a demandé, lorsque vous leur demandez ce dont ils ont le plus besoin des autres, qu'est-ce que j'attends de mes collègues, qu'est-ce que j'attends de mes collaborateurs, qu'est-ce que j'attends de mon chef, les gens vont vous dire les mêmes choses. Ils vont vous parler de fiabilité, par exemple. Ils vont vous parler de respect d'engagement. Ils vont vous parler d'ouverture d'esprit. Ils vont vous parler de soutien, en s'agissant des chefs. Ils vont vous parler d'assistance, ils vont vous parler d'une multitude de comportements qui ne sont que des comportements. Enfin, c'est de la qualité, c'est de la qualité humaine, c'est de la qualité comportementale, appelez ça comme vous voulez. Mais rien qui se mesure et qui est absolument essentiel. Alors, cette réalité-là, donc, elle n'est pas scientifique. Mais si vous passez à côté dans la façon de structurer le fonctionnement de votre organisation, vous passez à côté de quelque chose d'essentiel. Et quand vous observez le contenu, en fait, des processus de reconnaissance d'une multitude d'entreprises, vous vous apercevez que l'ensemble de ces qualités personnelles mises en œuvre, en fait, au service de la collectivité,
sont totalement absentes de ces processus, au prétexte qu'on ne saurait pas les mesurer, au prétexte que pour les évaluer, il faut des personnes de proximité qui soient capables d'apprécier l'ensemble de ces qualités, et que, évidemment, ces personnes de proximité, on ne peut pas leur faire confiance, puisque dans la plupart des cas, il s'agit de petits chefs, et vous savez ce que sont les petits chefs, ils sont haïssables, alors que les grands chefs, eux, sont doués de toutes les vertus. En fait, on a parfois cette... oui, c'est une absurdité. Pour moi, c'est une absurdité. Vous confiez des équipes à des personnes et vous les privez de moyens de faire leur métier de responsable d'équipe. Parce que vous les privez des moyens indispensables de reconnaître ce qui est le plus nécessaire au bon fonctionnement de l'équipe. Alors, donc, il faut faire le contraire. Et donc, il faut mettre sur place des processus qui intègrent des critères subjectifs, comportementaux. Je ne veux pas vous en donner le détail. Si vous avez le courage de lire mon petit livre noir, vous verrez, ils y sont détaillés, en long, en large et en travers. Mais ça fait une vraie différence. Et quand vous donnez le pouvoir monétaire en plus, parce que, donc je vais parler de la politique salariale à zéro, j'ai réclamé des sous pour réamorcer ce processus-là, je les ai obtenus, et très bizarrement, on a observé, mais très vite, très vite, des retournements de comportement, des gens qui reprenaient confiance. C'est bizarre, c'est bizarre. Peut-être un dernier point sur la notion d'erreur. Vous savez, on entend souvent parler du droit à l'erreur, qui est là aussi une expression impropre. On n'a évidemment aucun droit à l'erreur. Oui, vous savez pourquoi? Parce que j'ai le droit à l'erreur, mais combien quoi une, deux, une par semaine, une par jour, 5. Il faut coter les erreurs. Alors après, si vous pouvez avoir des organisateurs qui vont vous peser les erreurs, c'est-à-dire que tu as droit, alors on va mettre des coefficients, etc., dans la database, hein, c'est ça. On pourrait construire des systèmes assez sophistiqués là-dessus, oui, finalement. C'est une suggestion que je vous fais. Je me suis rendu compte un jour, en bavardant avec mon directeur de production, qu'il ne savait pas faire la distinction entre l'erreur et la faute. Eh oui. Parce que vous voyez, dans un univers complètement désordonné, où il faut remettre de l'ordre, donc il faut remettre de l'ordre dans les fondamentaux du métier, le respect d'un certain nombre de disciplines élémentaires, etc., il faut savoir user de la sanction négative, évidemment. Et mon directeur de production, donc, qui avait du courage sur ce plan-là, néanmoins, il ne faisait pas la distinction entre l'erreur et la faute. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais pourquoi pour toi c'est pareil? Et bien, dans son esprit d'ingénieur, il me dit, mais c'est pareil, puisque les conséquences sont les mêmes. Bon, je ne vous fais pas de dessin, il a fallu rectifier cela, et finalement, ça permet vraiment de recréer des espaces de liberté, et notamment des espaces de liberté dans la communication. Parce que lorsque vous expliquez qu'il n'y a certainement pas le droit à l'erreur, mais par contre il y a des erreurs qui sont commises, et ce qui est intéressant, c'est de les connaître le plus tôt possible pour pouvoir les réparer, empêcher que ces erreurs ne se reproduisent, etc., limiter les conséquences. Bon, ça, chacun est capable de comprendre ça, à condition d'avoir une vision du bien commun. C'est-à-dire, ça sert à quoi de dire ça? Ça sert à dire qu'en fait, chaque erreur, pour reprendre l'image du rabbin Corsia, c'est un trou dans la coque. Alors, ce trou dans la coque, quand il est involontaire, c'est une erreur. S'il est volontaire, c'est une faute. S'il est involontaire, ça exige un certain type de réaction. S'il est volontaire, c'est un autre type de réaction. À ce moment-là, vous prenez le type et vous le passez par-dessus bord. Vous voyez, c'est pas la même chose. Vous espérez, enfin, avant vous lui avez appris à nager, donc vous n'êtes pas inquiet. Voilà, donc vous voyez, tout ce que je viens de vous dire, dans tout ce que je viens de vous dire, il n'y a absolument rien de nouveau. Il n'y a rien de novateur.
Sur les phénomènes de démobilisation, en cherchant un petit peu, vous les retrouvez dans la littérature chinoise du VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez à qui je fais référence, hein, Sun Tzu. Quand vous étudiez Sun Tzu, vous voyez dans son analyse de ce qui lui apparaissait comme être la nature humaine de son époque, des mécanismes qui sont, me semble-t-il, tout à fait applicables aujourd'hui. Enfin, on s'y reconnaît aujourd'hui. Donc tout change, rien ne change. Qu'est-ce qui change? Est-ce que nous changeons fondamentalement? Je laisserai à Luc Ferry le soin peut-être de répondre à cette question-là plus tard. Voilà, donc pour moi, rien de vraiment nouveau. Si vous voulez aller chercher, donc... Très bon. J'espère que j'aurai une copie. Bon. Vous voyez, donc rien de neuf, sinon une attention aux besoins fondamentaux des personnes, aux besoins qu'ils expriment quand vous les écoutez. Et donc, c'est assez facile derrière, quand vous mettez en place votre cadre de référence, de leur expliquer ce que vous faites. Parce que vous avez commencé par les écouter, vous dire, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, pour que ça marche, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, vous allez construire de l'adhésion de cette façon-là. Si vous voulez aller un petit peu plus profondément, vous pouvez faire référence à Simone Veil, hein, dans l'enracinement, avec ses besoins fondamentaux de l'âme humaine. Enfin, pour ceux qui seraient peu familiers avec Simone Veil, enfin, je vous en cite quelques-uns, que je trouve assez... qui sont toujours des sources d'interrogation. Hein. Le premier besoin mentionné par Simone Veil, c'est le besoin d'ordre. Le besoin d'ordre. Ensuite, il y a la liberté et l'obéissance, la responsabilité, l'égalité et la hiérarchie, l'honneur, le châtiment, la liberté d'opinion, la sécurité et le risque, la vérité. Oui, comme besoins fondamentaux des bipèdes que nous sommes. Voilà, donc, je le redis, qu'est-ce que j'ai apporté à cette usine de neuf? Finalement, rien. Je n'ai rien fait ou rien fait faire que les gens ne savaient pas déjà. Je les ai simplement confortés dans un certain nombre de repères qui permettaient à la communauté de travail de bien vivre ensemble. Donc, c'était remettre en adéquation les aspirations individuelles et les règles collectives qui puissent être acceptées par tous et bien sûr applicables à tous. Évidemment, ce travail-là, c'est d'abord le travail du patron et ça dépend, c'est générique ce que je veux dire, je ne parle pas juste pour moi, mais la crédibilité et la solidité de ces repères, ça dépend de lui, c'est lui qui agit, il est totalement dans son rôle, il est totalement, je dirais, dans son rôle politique, dans le sens classique du terme, pour œuvrer au bien commun de son entreprise et de sa communauté de travail. Donc ce travail-là, c'est un travail de nature politique, c'est pas un travail technique, on n'est pas dans la technique, on n'est pas dans l'économie. Et ce service en fait que rend le patron à son entreprise et à sa communauté, c'est pour moi vraiment ce qui justifie son pouvoir, ou c'est ce qui devrait justifier son pouvoir. Vous savez, c'est une approche qui n'est pas, donc je l'ai dit, qui n'est pas du tout technicienne, qui n'est pas du tout procédurale. On peut dire que c'est une approche qui s'inspire d'une très vieille maxime, selon laquelle on administre les choses et on gouverne les hommes. Une conception selon laquelle le bien commun, ce n'est pas d'abord un résultat, mais les conditions d'obtention de ce résultat. Et lorsque la culture voulue s'installe et s'enracine, elle devient un élément essentiel de ce bien commun. Alors dans mon histoire, je vous ai dit que c'était un petit Titanic, on connaît le sort du Titanic, mon petit Titanic à moi il n'a pas coulé, j'ai vu progressivement le sourire revenir. Les résultats finalement, là pour le coup, techniques et économiques ont dépassé les attentes, on a fait des progrès beaucoup plus vite que ce qu'on avait cru.
L'inversion de tendance au niveau économique s'est observée au bout de 4 mois, le retour à l'équilibre économique au bout de 6 mois. Et vraiment, ça a été pour moi à la fois une source d'étonnement et une source de très grande joie de constater que le facteur décisif dans tout ça, qui était l'attention portée aux personnes, appuyé sur la création d'un cadre politique de référence, de repères solide, eh bien, ça avait été d'une fécondité inattendue et franchement réjouissante. Et donc, l'entreprise n'a pas coulé. Elle poursuit sa route avec toutes ses parties prenantes et aujourd'hui encore, elle est bien vivante. Voilà, merci. Merci Nicolas. Merci de ce témoignage. Merci de ce témoignage. On va avoir un petit temps de questions-réponses. Je voudrais faire 2 remarques. D'abord, j'aime beaucoup cette simplicité, pas ce simplisme, mais cette simplicité pour aborder ces systèmes complexes. Et ton propos m'a rappelé un partage que nous avait fait Virginie Guyot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Virginie Guyot, qui était la première femme à la tête de la patrouille de France, des avions de chasse. Parce qu'elle fait vraiment écho à ton propos. Elle disait « La violation, c'est quand nous prenons la décision consciente de ne pas respecter une règle pour atteindre un objectif positif. » Et elle cite cet exemple très juste. Elle dit « Voilà, normalement, quand nous faisons ravitailler... » Alors, elle, c'était les avions, c'est pas le Titanic. Quand nous faisons ravitailler en plein vol, eh bien, nous n'avons pas le droit de bouger tant que le ravitailleur n'arrive pas, autant que la tour de contrôle ne nous dise pas de changer de plan. Et elle dit, j'étais avec mes pilotes au-dessus de l'Afghanistan. Alors, elle ne dit pas sur un espace de guerre, mais quand même pas loin. Et elle dit, le ravitailleur n'arrivait pas. Et j'avais 2 options, soit laisser le matériel et les hommes s'effondrer, soit prendre la décision de violer la règle. Et elle dit donc, comme je n'avais aucune information de la tour de contrôle, j'ai pris la décision de violer la règle. Et elle dit, la deuxième chose, c'est l'indiscipline. Et pour elle, l'indiscipline, c'est je viole sciemment la règle pour nuire au groupe ou nuire à un individu. Et elle dit ça, effectivement, c'est sanctionnable. Et elle dit, la seule difficulté, c'est que plus de 96% des erreurs que nous avons, alors c'est l'armée de l'air, vous me direz, hein, que nous avons observées, ce n'était pas de l'indiscipline, mais c'était de la violation. Voilà, alors j'avais envie de partager ça parce que ça fait vraiment écho à ton propos. Mais c'est très intéressant. Ouais. C'est très intéressant, ça ouvre un champ passionnant en fait sur l'exercice des métiers et sur l'exercice des responsabilités de chacun et sur les degrés de liberté. Voilà. Les degrés de liberté. Mais reprenez l'histoire du rabbin Corsia. Quel est le degré de liberté des passagers qui sont autour? Pourquoi est-ce que les passagers vont réagir face à quelqu'un qui fait un trou? C'est au nom de quoi? Et dans les petites décisions à prendre, il y a une multitude de décisions qui sortent du champ des règles et des procédures. Et Dieu merci, parce que le jour où tout est réglé, tout est procéduré, il n'y a plus de place pour l'homme. Bon, c'est évident, ça, c'est une évidence. Il n'y a que quelques organisateurs qui pensent avoir décrit en moindre détail toutes les conditions d'exécution du métier. Les gens de métier savent bien que ce n'est pas vrai. Bon. Et je pourrais vous raconter une histoire, enfin, dans un ancien métier. Il y a l'un de mes anciens collègues qui est là et qui pourra peut-être faire un commentaire, mais dans l'un de mes anciens métiers, on a délibérément violé toutes les règles techniques du métier pour aboutir à une solution. Bon. La question qui se pose, c'est de savoir, mais qui a le pouvoir de faire ça? Alors, dans certains cas, il faut laisser ce pouvoir aux gens du terrain, à condition d'avoir les bons mécanismes de régulation. Mais les bons mécanismes de régulation, ça ne peut pas être les ordinateurs. Les bons mécanismes de régulation, c'est des personnes qui s'occupent de personnes. Ça veut dire que ça oriente le travail, tout le travail hiérarchique. Bon, enfin, oui, on peut continuer. Alors, y a-t-il des questions dans la salle à Nicolas? Si vous n'osez pas poser la première question, posez la deuxième. Allez, moi j'en ai une. Quel contrat as-tu réussi à passer avec les actionnaires pour pouvoir réinjecter de l'argent et redresser l'entreprise?
La notion de contrat, chez nous, elle est fondamentale chez les coachs. J'ai pas compris la question. Alors vite, la deuxième. Bon, Comment ont-ils réussi à te faire confiance, en fait? Comment est-ce qu'ils ont réussi à me faire confiance? Oui, ils n'avaient franchement aucune raison de me faire confiance. D'ailleurs, j'aurais jamais dû être recruté. Je ne suis pas pharmacien, je n'avais pas les bonnes qualifications, etc. C'est une erreur de recrutement totale. Hein. Ben oui. Non, il se trouve que j'avais une relation préexistante avec le DRH de ce groupe, avec lequel j'avais travaillé quelques années plus tôt, donc on se connaissait bien. Et nous connaissions suffisamment pour partager évidemment tout un ensemble de valeurs communes, mais également nos modes de pensée étaient assez voisins. Et donc en fait, lorsque j'ai demandé à quelques sous à la direction générale du groupe pour revitaliser le processus de reconnaissance, on a préparé cette décision avec lui. Et en fait, c'est pas quelque chose que j'ai sorti comme ça de mon chapeau. Je me suis appuyé sur ce que les gens m'avaient dit. Et ensuite, j'ai fait travailler mes équipes, c'est-à-dire j'ai fait travailler mes directeurs, en disant voilà, imaginez que nous ayons que les robinets s'ouvrent, les robinets monétaires s'ouvrent à nouveau. Qu'est-ce qui vous semblerait indispensable de faire? Pour qui? Sous quelle forme? Et pourquoi? Et donc, ils m'ont apporté de la matière. Oui. Donc, ma demande n'était pas du tout idéologique. Ma demande, elle était fondée à nouveau sur l'appréciation des réalités des responsables de l'usine qui connaissaient en fait leurs réalités et leurs besoins beaucoup mieux que moi. Et c'est ça qui a emporté la conviction. Alors, quand on perd beaucoup d'argent, c'est le moment d'en demander, en fait, parce que ce que vous demandez, c'est l'épaisseur du trait par rapport à ce que vous perdez. Oui. Donc ça, en réalité, assez paradoxalement, ça sert d'être un enjeu financier. Ça cesse d'être un enjeu financier. Merci. Peut-être une dernière question, puis on fait notre pause. Josila? Ah, monsieur, pardon. J'ai une question qui va un petit peu dans le même sens que la question précédente. C'est que vous avez mis en avant le fait qu'il ne faut pas mettre trop l'accent sur les moyens, sur les résultats, mais plutôt sur les moyens qui permettent d'arriver aux résultats. Ceci dit, le marché capitaliste dans lequel nous vivons met l'accent sur les résultats et pousse les actionnaires, un petit peu comme disait Gabi avant, à mettre une pression énorme sur la direction générale pour des résultats et pas sur les moyens. Donc comment vous arrivez finalement à combiner cette demande, cette exigence des actionnaires et les besoins de travailler sur les moyens en organisation? Si ce que vous dites est vrai, il n'y a pas de réponse. Maintenant, ce que vous dites est partiellement vrai. C'est-à-dire ce que vous dites concerne une partie, finalement, assez faible des entreprises qui font travailler les personnes en France. Vous voyez je vous cite le cas de l'une de mes filles qui travaille dans un foyer de personnes handicapées. Il n'y a pas de logique monétaire, il n'y a pas d'actionnaire. Son problème numéro un, c'est le fonctionnement de l'équipe. Ce sont les interactions. C'est vraiment le défaut. Ça, c'est le... Ce que vous savez peut-être dans les relations de coaching que vous avez, c'est que ce qui est au cœur, en fait, au cœur du travail, c'est la vie dans l'équipe, c'est l'existence dans l'équipe. Bon. Et moi, ce qui me frappe beaucoup dans les contacts que j'ai avec une multitude d'entreprises de nature différente, c'est de voir que ces réalités-là, elles sont en réalité complètement indépendantes de ce que vous décrivez comme étant la financiarisation de l'économie. Alors certes, la financiarisation de l'économie ne va pas dans le bon sens, on pourrait dire, hein, puisque l'exigence de résultats à tout prix, en fait, si vous la développez jusqu'au bout, vous avez Madoff. Bon. C'est caricatural, mais vous avez ça. Ou tout du moins, vous poussez les gens dans des logiques de triche. Vous les poussez en fait à ne voir que leur propre intérêt, au détriment de l'intérêt collectif dans la durée. Et on revient donc à cette appréciation du bien commun. S'il y a un bien commun d'entreprise, quel est-il?
Est-ce que le bien commun de l'entreprise, c'est le bien de l'actionnaire? Jusqu'à quel point? Dans mon cas particulier, groupe pharmaceutique non coté en bourse, actionnaire patient et capable d'endurer un certain nombre de difficultés à la condition d'avoir un espoir de rétablissement, mais donc capable d'avoir une vision moyen-long terme, si vous voulez. Bon. Alors, il faut toujours avoir l'exigence de résultat. On travaille toujours pour un résultat. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, alors je ne sais pas comment on apprécie les résultats des coachs. Hein. Nous, on n'est pas liés au résultat. Voilà. Quel est votre résultat? Quel est votre résultat? C'est-à-dire, quand savez-vous que vous avez bien travaillé? Bon. Quand êtes-vous content de ce que vous faites? Ah, c'est quoi la réponse? Alors allez-y, osez. Voilà, donc pour moi, dans la vie des entreprises, c'est important de donner cette visibilité-là. Et à nouveau, si on veut faire des choses qui tiennent compte de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, il faut apprendre à vivre avec la subjectivité, il ne faut pas en avoir peur. Mais pour ça, il faut faire confiance à des personnes qui vont s'occuper d'autres personnes. Pendant des années, on a dit il faut supprimer les chefs dans les entreprises. C'est à mon avis pas une très très bonne solution. Il vaut mieux avoir de bons chefs en nombre suffisant, mais ne pas se tromper sur le sens de leur métier, sur leur raison d'être, qui consiste à faire grandir les gens, qui consiste à favoriser les coopérations, enfin, etc. Et à la fin, ça fait du résultat. À la fin, ça fait du résultat. Merci Nicolas, ça fait tout à fait écho à ce que nous pensons et ce que nous mettons en œuvre. Merci.